Bonjour Astrid de Vilaine. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour la chaîne parlementaire LCP. Aujourd'hui vous êtes journaliste indépendante. Pendant un an, vous avez été à la rencontre de dizaines de femmes, 72 je crois au total. Elles vous ont parlé inégalité, préjugés, harcèlement, agression, viol. Tous ces témoignages, vous les avez donc rassemblés dans ce livre, Harcelé au féminin pluriel, édité chez Plomb. Un livre, il faut le dire, qui est aussi le résultat de votre histoire personnelle. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. En 2017, vous avez porté plainte pour harcèlement contre un journaliste de la chaîne LCP, où vous travailliez à l'époque. Et au final, c'est vous qui avez décidé de démissionner. Pourquoi avoir démissionné ? Parce que le contexte, ça remonte maintenant un petit peu, mais le contexte était très tendu, je crois, et je l'ai vu au travers de cette enquête, que les entreprises, en fait, ne sont pas préparées à gérer des cas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Et celui que vous avez accusé, il travaille toujours à LCP ? Non, je crois qu'il est parti maintenant, mais vraiment, l'idée, c'était aussi de sortir de mon cas personnel, oui, que j'avais décidé à l'époque de rendre public, de médiatiser, parce que je crois qu'on arrivait à un moment clé pour les femmes, c'est-à-dire cette libération de la parole, de MeToo, mais surtout de rendre la parole à celles qui n'avaient pas forcément pu la prendre, à celles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. On va en parler. Encore un mot sur votre affaire, si je peux dire. Vous maintenez vos accusations ou vous avez décidé de tourner la page ? En fait, je suis allée en justice. La justice a décidé de rendre d'un rappel à la loi. Donc voilà, pour moi, c'est terminé. J'aurais aimé que ça aille peut-être plus loin, comme pour un procès, mais maintenant, c'est fini. Alors, je le disais, Harcelé, c'est le résultat d'un an d'enquête, 72 femmes rencontrées. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Alors, ça a été compliqué, parce que même en tant que journaliste, on n'a pas forcément tous les accès. Par exemple, pour aller dans les collèges, pour aller dans les services publics, pour aller dans même certaines associations. Beaucoup rechignent en fait à recevoir des journalistes, parfois parce que ils estiment qu'on fait pas forcément bien notre travail, parfois parce que même ils n'ont pas envie de montrer ce qui se passe au sein des entreprises. Donc voilà, ça a été un gros travail d'enquête. Je me suis servi des réseaux sociaux, des associations, des syndicats. Mais ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette enquête, c'est que ça s'est beaucoup produit aussi par le bouche à oreille. Je m'explique. J'allais voir une agricultrice en Mayenne. Elle-même donc me racontait les discriminations, les violences dont elle pouvait être victime, les inégalités, mais elle me disait « Tiens, j'ai une comédienne, une cousine à Paris, elle va vous parler de ça. Tiens, cette architecte aussi, elle a entendu parler de ça. » Et souvent, ça a été comme ça un grand bouche à oreille. En fait, j'ai même pas eu besoin d'aller très loin parce qu'en fait, toutes les femmes de ce pays, à mon avis, peuvent se reconnaître dans au moins un des témoignages. Alors, c'est des femmes de tous les âges et dans toute la France ? Oui. Ouais, je me suis vraiment baladée pendant 6 mois, notamment à plein temps sur le territoire. Je suis allée dans les campagnes, dans les villages, dans les zones rurales, dans les banlieues, à Marseille, à Paris, à Rennes, à Strasbourg. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un grand tour et je me suis aperçue que peu importe où vous alliez, en fait, souvent la situation était la même. Alors le mouvement MeToo, on rappelle qu'il était relancé parce qu'il avait déjà été une première fois lancé en 2007. En fait, il est relancé en 2017 contre le producteur américain Harvey Weinstein. Vous y avez cru ? Vous avez cru vraiment que les choses allaient changer ? Pour les femmes. Oui, mais je le crois encore qu'elle change, bien sûr que ça change, ça met du temps, il y a encore beaucoup de résistance, il y a encore beaucoup de personnes qui ne veulent pas voir ce qui se passe vraiment, et même moi je crois que j'en faisais partie, c'est-à-dire qu'avant de commencer cette enquête, je ne pensais pas que c'était si massif, les violences faites aux femmes, le harcèlement, le sexisme, et en fait, je m'aperçois que c'est partout, et que ces femmes, et surtout les plus jeunes, elles sont très remontées en fait, contre cette domination masculine, et elles ont envie que ça change, et je trouve que les choses changent quand même. La féminisation des noms de métiers récemment par l'Académie française, c'est une grande évolution. On n'y était pas il y a quelques mois, donc il se passe des choses. Grande évolution, petite mais grande quand même. Oui, pour eux, pour les académiciens, c'est vraiment un grand pas, parce qu'ils étaient très très remontés contre cette possibilité. Alors il y a eu en France en même temps que MeToo le hashtag Balance ton porc. Alors c'est un mouvement qui a aussi donné lieu à pas mal de dénonciations, certains diront de délations. C'est un mouvement que vous jugez utile ? Quand même majeur. Et je pense que d'ailleurs on s'en souviendra dans l'histoire. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'écris dans le livre. C'est-à-dire je me suis dit, enfin, on va nous écouter, enfin, on va nous entendre. Parce que toutes ces choses, et j'ai un long chapitre sur le sexisme, notamment à l'Assemblée nationale où je travaillais, et moi ça m'a beaucoup marqué en tant que jeune journaliste d'arriver dans une enceinte comme ça, qui crée la loi d'élus qui devrait être exemplaire, où il se passait des choses absolument dignes d'une cour de récréation, voire pire. Aujourd'hui, je trouve que les choses changent quand même, et depuis MeToo, je pense qu'on ne peut plus dire exactement la même chose. Je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience massive, mais qu'il faut continuer évidemment. Vous diriez qu'en 2019, il y a autant, si pas plus, de violences faites aux femmes qu'avant ?
où on les connaît mieux? Je pense qu'il y en a autant et que malheureusement, elles restent encore pour la plupart sous silence. Je rappelle qu'il y a seulement 10% des femmes victimes de viol qui portent plainte. Donc les 90% d'autres, elles ne le disent pas parce qu'il y a encore cette honte, cette peur de ne pas être entendue, le fait de ne pas aller au commissariat assez rapidement, donc de ne pas avoir de preuves. Et tous ces tabous-là, il va vraiment falloir les lever et ça passe par des politiques publiques d'ampleur. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre, vous dites qu'il y a des femmes qui n'osent pas s'exprimer parce qu'elles prennent le risque d'être traitées d'imposteuses ou d'imposteurs. Ouais. Ça, c'est une réalité. Oui, ça je l'ai vu à chaque fois. Ouais. En revanche, celles qui ont parlé, elles sont minoritaires, mais celles qui ont parlé, celles qui ont réussi à s'en sortir, eh bien, elles ne regrettent jamais de l'avoir fait. Donc il y a un vrai encouragement aussi que j'ai essayé de transmettre à travers ces témoignages. Alors il y a plein de sujets dans ce livre, mais le premier qui ouvre le livre, c'est le sexisme qui commence par l'éducation, que ce soit d'ailleurs dans les familles ou à l'école. C'est là que souvent ça commence. Oui, j'ai été assez impressionnée par les témoignages des collégiens et des collégiennes que j'ai rencontrés, et même des lycéens. Il y a encore beaucoup de préjugés de la part des jeunes filles elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit, que ce soit dans le Finistère, en banlieue ou à Paris, elles m'ont toutes dit, enfin certaines disaient, moi je ne peux pas être pompière, c'est que pour les garçons. À l'inverse des garçons qui disaient, je ne peux pas être aide-ménagère parce que c'est un métier de fille. Esthéticienne, c'est que pour les filles. Enfin voilà, il y a vraiment, les noms de métiers cristallisent vraiment ces préjugés-là et les empêchent. J'ai aussi entendu des stéréotypes de comportement aussi. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans les écoles, les garçons et les filles ne se mélangent pas en général, restent beaucoup en bande, en groupe, sauf dans des écoles un peu particulières, dans des classes, une classe où je suis allée, qui est une classe option rugby, où là tout est mixte, les filles et les garçons font du rugby ensemble, et le coach m'expliquait, c'est comme ça qu'on déconstruit les stéréotypes. Les filles s'aperçoivent que les garçons aussi peuvent pleurer, et les garçons s'aperçoivent que les filles peuvent être bonnes au rugby, et c'est des classes très respectueuses, où on voit des comportements différents que dans les autres. Alors les violences faites aux femmes, évidemment c'est un terme générique, parce que la violence, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais vous avez raison, vous dites qu'aussi la violence, elle peut commencer par la parole, parce que les mots, ça peut aussi être déjà du harcèlement, et c'est souvent du harcèlement. Oui, le sexisme commence par la parole. Évidemment. Et j'ai été frappée en fait du nombre de femmes dans des entreprises très diverses qui en fait en ont assez d'entendre toute la journée des réflexions sur leur tenue, des réflexions misogynes, voire pire, parce que parfois il y a aussi des attouchements, etc., qui sont totalement banalisés dans le milieu de l'entreprise, dans une grande partie des entreprises en tout cas. Alors quand Catherine Deneuve a défendu dans une tribune la liberté pour les femmes d'être importunées, comment vous avez ressenti ça? Moi, à l'époque, je l'avais dit, d'ailleurs, je l'avais très très mal vécu parce que je trouve qu'on a besoin de toutes les femmes, et notamment les plus célèbres et les plus connues, celles qui ont un parcours aussi admirable que celui de Catherine Deneuve, pour être avec nous dans ce combat-là. Et je déplore toujours quand les femmes se divisent dans ces luttes contre les violences faites aux femmes et les inégalités. Après, chacune a son seuil de tolérance. Moi-même, sur le harcèlement de rue, je le raconte comme ça dans le livre, j'étais pas totalement convaincue de l'importance d'une loi. Et en écoutant les femmes me dire qu'elles en avaient assez de se faire siffler, de se faire agresser, voire pire dans le métro, et qu'en fait elles étaient contraintes de changer de tenue, de changer d'itinéraire, et qu'elles n'avaient pas leur place dans l'espace public. Moi j'ai compris en fait ce qu'elles ressentaient. Et c'est pas parce que nous on n'a pas le même seuil de tolérance qu'il faut pas écouter les autres en fait. Vous en parlez du sexisme dans la rue et vous dites que les femmes ont peur quand elles marchent très nombreuses dans la rue. Et vous partout, avez beaucoup de témoignages, que vous soyez en Alsace, à Paris, dans les festivals de musique, c'est vraiment quelque chose qui existe sur tout le territoire, en tout cas quand il y a des zones de passage, et les plus jeunes en tout cas ne le supportent plus, et ça c'est très encourageant. La génération qui arrive est bien plus intolérante que la mienne et que peut-être d'autres. Vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est le lieu de travail aussi. Sur le travail, il y a beaucoup de sexisme pratiqué au quotidien. Dans le travail, la violence peut aussi passer par des inégalités ou par des exclusions parce qu'on est femme. Oui, et j'ai remarqué que plus on arrive dans des postes à responsabilité, à des postes élevés, à des postes de pouvoir, plus c'est dur d'y accéder pour les femmes parce qu'elles sont systématiquement mises de côté quand ce ne sont pas elles qui se décrédibilisent à cause de ce sexisme et de cet environnement misogyne. Par quel mécanisme on passe d'un sexisme ordinaire à l'agression sexuelle? Parce que c'est quelque chose de... Comment vous l'expliquez? La frontière est assez, en effet, fine. C'est très souvent, on bascule de l'un à l'autre. Après, ce ne sont absolument pas les mêmes faits. Mais je crois que c'est toutes ces violences, toutes ces formes de violences sexistes et sexuelles qui sont mélangées, qui étaient mélangées au moment de MeToo. Vous vous souvenez, tout débordait, et qui sont encore le cas, c'est encore le cas aujourd'hui dans de nombreuses entreprises. Et je crois qu'il y a un vrai ras-le-bol, un vrai cri qui est en train de s'effectuer dans le pays, qu'il faut absolument entendre de la part des pouvoirs publics. Entreprises ou aussi dans le milieu familial, parce que vous le dites, souvent les violences restent majoritairement commises dans le milieu familial, souvent par des proches. Vous dénoncez aussi le sexisme et les violences sexuelles, comme vous le dites, comme les manifestations d'un système.
C'est-à-dire En fait, moi, j'avais pas forcément ce mot système à la bouche avant de faire cette enquête. Mais à force de mettre tous ces témoignages côte à côte, d'écouter les femmes, de juste sortir dans la rue et de les entendre, et de voir qu'en fait, que vous commenciez à l'école en étant en fait discriminé parce que votre père ne veut pas que vous fassiez du rugby, parce que vous n'avez pas le droit de sortir alors que votre frère a le droit, ou parce que vous êtes cantonné à la vaisselle. Plus tard, vous arrivez sur le marché de l'emploi et on peut vous discriminer parce que vous êtes une femme et qu'on estime que vous n'avez pas votre place. Après votre congé de maternité, on va vous empêcher de reprendre votre place, ou vous allez être moins bien payé qu'un homme, etc., etc., jusqu'aux violences les plus graves. En fait, c'est là qu'on peut parler d'un système contre les femmes aujourd'hui en France. Vous évoquez aussi le cyberharcèlement, hein, qui est une nouvelle forme de violence contre les femmes, qui est une réalité. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu entendu récemment avec l'histoire de la Ligue du LOL, moi j'avais pas non plus soupçonné à quel point ça pouvait détruire les femmes, et pas seulement, parce que beaucoup de personnes sont victimes de cyberharcèlement, parce qu'en fait ça vous arrive de manière massive comme ça sur votre téléphone portable, et c'est extrêmement difficile d'y résister, et surtout de porter plainte, d'être accompagné. Quand la plainte, c'est ce que je démontre dans le livre, est bien suivie par un bon avocat, et qu'on peut réussir à retrouver les auteurs, mais la plupart restent encore sous les radars de la justice. Vous dites aussi que vous avez recueilli des témoignages qui ne sont pas dans votre livre. Oui, je crois que je pourrais écrire un tome 2 avec d'autres témoignages de femmes, tellement j'en ai eu. Mais en fait, les mots étaient tellement les mêmes, les situations sont tellement les mêmes. C'est aussi pour ça que c'est un système que je ne pouvais pas les réécrire. On se serait trop ennuyé dans le livre. Mais vraiment, il y a encore un deuxième tome à écrire si on peut-être voulait. un documentaire? Oui, ça c'est un de mes projets d'en faire un documentaire pour montrer en fait les visages de ces femmes qui sont très fortes, très déterminées, pas du tout abattues. Moi, j'aime pas trop quand parfois dans la presse, les médias, on représente les femmes victimes de violences comme des pauvres femmes très tristes. Et franchement, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, c'est aussi encourageant de voir des. Pour terminer, en un mot, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne veulent pas voir ou qui pensent que tout ce que vous avez écrit c'est très exagéré? Qu'ils lisent le livre. C'est un bon conseil. Astrid de Vilaine, donc harcelée, enquête dans la France des violences faites aux femmes, aux éditions Plomb. Merci d'être venue en parler dans 64 minutes. Merci beaucoup.